Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui du coup pour ce dernier talk de la Green Conf, dont le sujet est mon Green Side Project. On va essayer avec ce titre un peu pompeux d'élargir notre réflexion. Donc, premièrement, qui suis-je? Donc, je m'appelle Pierre Passy. Actuellement, je travaille au Luxembourg dans une start-up dans la fintech, mais j'ai eu une précédente vie dans une société de services. Et j'ai beaucoup bossé dans des sujets tels que le machine learning, l'IA, le DevOps. Et tous ces sujets ont la particularité commune que assez souvent, on s'auto-forme via des set projects. Et donc, j'ai beaucoup fait des set projects avec des modèles que j'ai mis sur des petits sites internet, des choses comme ça, ou du DevOps, ne serait-ce que chez moi, sur des Raspberry Pi pour essayer. J'ai beaucoup appris sur ce genre de choses. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup le sujet de la sustainabilité qui revient. Et il y a beaucoup cette question de dire, mais finalement, en faisant mes set projects, en apprenant, je consomme de la ressource. Et si un jour je fais quelque chose qui marche, pas moi ou quelqu'un, ou même une entreprise, une start-up, une association, si on fait quelque chose qui vient à marcher, qui vient avoir énormément d'impact, qu'il soit technique ou même sociétal, on voudrait essayer au maximum, dans l'air du temps, de minimiser son impact environnemental. Parce que sinon, on fait quelque chose qui ne sera pas sustainable, et peut-être qu'un jour, on consommera tellement d'énergie, ou on saturera les data centers, ou même on pourra saturer de manière plus terre à terre les infrastructures informatiques qu'on a à disposition, et donc on va devoir racheter du matériel et donc consommer plus. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de mettre un peu ce sujet en avant. Donc on va mettre ça en avant vis-à-vis de deux problématiques principales. La problématique du langage, puisque généralement quand on fait un set project, c'est aussi des fois pour tester de nouveaux langages, et après on va parler un peu d'hébergement. Donc on va commencer sur la partie langage et énergie. On va essayer de poser les premières briques ensemble. Alors je fais tout de suite un disclaimer, don't feed the troll. Le but n'est pas, on va devoir comparer des langages, on va donner des classements entre langages, mais le but n'est absolument pas de dire qu'un langage est meilleur qu'un autre. Vraiment, je ne souhaite pas effectuer ce genre de choses. Donc ne venez pas dans le chat m'accuser d'attaquer votre langage préféré, ce n'est pas le but. Pour comparer les langages, on va déjà parler du coup du ratio performance sur énergie. Donc, il y a différentes manières de mesurer l'énergie. Ce qui revient assez souvent, c'est de comparer la puissance ou la vitesse d'une application pour l'énergie consommée. Si vous êtes dans le monde embarqué ou plus couramment dans le mobile, vous n'allez pas forcément parler de consommation, mais vous allez plutôt parler d'autonomie de votre device. Globalement, on sait que c'est un ratio qui a augmenté, qui augmente chaque année, et plus on va dans le temps, plus ça augmente. Mais par contre, ça a plusieurs manières d'évoluer. Prenons un exemple dans le mobile. J'ai pris un iPhone, mais ça marcherait exactement pareil dans le cas d'Android. On va avoir tendance à fonctionner avec des énergies qui sont relativement constantes. Les batteries n'ont pas la capacité des batteries sur les 10 dernières années, on est resté dans le même ordre de grandeur. Alors on a fait x1,5, x2 peut-être, mais pas x10. Par contre, les performances CPU, elles sont vraiment augmentées de manière exponentielle. Les CPU et surtout les GPU que vous avez dans les téléphones, et maintenant dans les dernières générations d'iPhone et d'Android, vous avez des accélérateurs de calcul matriciel ou des accélérateurs de calcul de réseaux neuronaux. On a énormément de puissance pour la même quantité d'énergie. Donc ça, c'est une des manières de profiter, vos applications pourront profiter de ça pour justement améliorer ce ratio. Il y a une autre manière de voir cette chose-là qu'on a plutôt eu dans le monde de desktop. Les applications ont globalement le même niveau de performance. Aujourd'hui, les applications ont globalement toujours du 60 fps. En tout cas, quand vous allez sur une page web, on essaie d'avoir des animations qui tournent avec un certain niveau de fluidité, mais des limites de l'œil humain, on n'a pas d'application qui chercherait à faire du 250 ou 300 fps. C'est pas forcément le but. Par contre, on va essayer de profiter des améliorations des logiciels pour du coup consommer soit de moins en moins d'énergie, soit à énergie à performance constante par des applications de toujours plus grosses. Ce qui était auparavant impossible sur Internet, aujourd'hui, sur la capacité de consommation d'énergie d'un processeur, que ce soit de téléphone ou de desktop, on a des applications de plus en plus complexes. Donc on a fait aussi là changer ce ratio. On a profité de l'augmentation de ce ratio, mais pour avoir des applications comme ça. On a souvent tendance à considérer que JavaScript a un peu une mauvaise publicité, parce qu'on a un peu l'image du Slack ou des applications d'Electron qui vont consommer énormément de CPU, énormément de mémoire, et on pourrait se dire, oui, mais JavaScript, c'est lent, ça n'a jamais été optimisé. Ce qui est quand même globalement tendance à être, on va dire que c'est faux, notamment grâce
à des exemples comme Node.js, qui a quand même mis en avant énormément l'écosystème JavaScript et lié justement, donné naissance à des projets comme Electron, et à l'optimisation des runtime JavaScript. Alors là, l'industrie a énormément mis son billet dans la machine, notamment Google avec l'amélioration du moteur V8. Donc je vais prendre des benchmarks qui ont été faits par Google. Alors, à prendre avec des pincettes, puisque c'est Google qui benchmark Google, hein. Mais si vous prenez par exemple le benchmark sur la gauche, donc sur leur Chrome V8, on voit qu'en 10 ans, les performances ont grosso modo fait x5 pour un même benchmark. Et si on prend celui du coup sur la droite, on voit du coup qu'on a en 5 ans fait à peu de choses près x5. Donc ça veut dire que si on reprend le même code JavaScript qui a 5 ans, vous prenez votre side project d'il y a 5 ans qui était fait en JavaScript, sur le simple fait de mettre à jour sa runtime JS, vous allez gagner en performance. Et si vous n'avez pas gagné en performance, puisque votre application tournait, on va dire, à, entre guillemets, performance constante, vous allez consommer moins de cycles CPU et donc moins d'énergie. Dans cette logique, si on va de l'autre côté du coup de l'échelle, donc on va vraiment dans le monde extrêmement compilé ou extrêmement ressource efficient, qu'on va vers ce que fait Rust. Donc l'année dernière, l'équipe qui s'occupe du projet Tokyo, qui est une librairie asynchrone pour Rust, a publié une mise à jour et un blog post pour dire qu'ils ont rendu la runtime 10 fois plus rapide. Alors là, l'intérêt était double. En effet, les applications qui pouvaient éventuellement être limitées en termes de performance ont eu l'occasion d'avoir encore plus de performance. Mais il fallait surtout voir dans l'autre sens, les applications qui n'étaient pas en train de caper complètement le nombre de requêtes par seconde ou qui étaient déjà capées par d'autres composants, tels que la base de données par exemple. Elles vont répondre au même nombre de requêtes par seconde, mais avec beaucoup moins de cycles CPU qu'avant. Et donc là, ça veut dire plus d'applications sur un serveur, on colocalise beaucoup d'applications, on gagne du CPU. Mais je ne vous demande pas, bien entendu, de me croire sur parole, parce que là, on n'a toujours pas de chiffres. Donc on va parler d'une première étude qui a été publiée en 2017 par l'Université de Vancouver au Canada, Energy Efficiency Across Programming Language, qui va nous parler justement de comment se corrèlent l'énergie, le temps et la mémoire dans les langages. Donc, cette slide est en anglais puisque j'ai repris vraiment des questions et des objectifs de la présentation en elle-même, enfin du papier de recherche. Mais grosso modo, ils cherchent à déterminer deux choses. Est-ce qu'un langage plus rapide est globalement un langage plus vert? Et est-ce qu'on peut aussi faire un lien avec la mémoire? Et du coup, de facto, est-ce qu'on peut trouver une sorte de meilleur langage et comparer les langages en fonction de nos usages? Pour faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout un corpus de langages qu'on a du coup à droite ici. Il y a du fonctionnel, de l'impératif, de l'orienté-objet, du scripté, du compilé, de l'interprété, vraiment tous les langages. Et ils ont repris aussi toute une série de benchmarks. Alors, on n'est pas sur des benchmarks orientés usage. On n'est pas en train de benchmarker le nombre de requêtes secondes pour faire du web. On est vraiment sur des choses qui vont tester le cœur du langage, voire le compilateur ou la runtime du langage. Si on regarde les données brutes, donc j'ai repris les trois benchmarks qui ont été mis en avant et les résultats se présentent de la manière suivante. Donc, ils vous mettent ici la consommation en énergie. Alors, je n'ai plus l'unité en tête, mais on est sur une consommation d'énergie dans une unité absolue. C'est vraiment l'énergie qui a été consommée pour effectuer ce benchmark. Ici, vous avez le temps effectué pour le benchmark, la mémoire maximum utilisée pendant ce benchmark et le ratio entre l'énergie et le temps. Et donc, ils ont ordonné tout ça. Et donc, j'ai surligné 4 langages que je trouvais intéressants pour la comparaison, qui me semblent être des bons langages représentatifs de ce qui se fait aujourd'hui. Rust, pour la partie un peu on the edge, le nouveau C, on va dire, vraiment des choses très compilées. Le Java, puisque ça reste quand même encore un des langages les plus utilisés. Et en plus, l'impact de la runtime JVM est assez intéressant. Et JavaScript et Python, que sont globalement les deux langages interprétés les plus utilisés. Donc, on voit des choses assez intéressantes. On voit les ordres de grandeur qu'on aurait pu imaginer. Mais on va passer plutôt sur un autre tableau, puisque du coup, ils ont pris tous les résultats et ils les ont remis, on va dire, de manière relative, à chaque fois par rapport au langage le moins énergivore, le plus rapide ou le moins consommateur en mémoire. Et ça va permettre de répondre à notre première question. Est-ce qu'un langage plus rapide est souvent un langage plus green? Eh bien, on voit que les deux colonnes-là sont quand même globalement assez corrélées. Les langages qui sont globalement plus rapides sont en effet moins consommateurs d'énergie. Ça s'explique aussi parce que assez facilement, puisqu'ils vont consommer moins de cycles CPU. Mais par contre, on voit aussi d'autres choses très très intéressantes. Des langages qui peuvent être
qu'on a souvent tendance à voir comme étant un peu lourd, comme par exemple Java, quand on enlève toute la couche de framework et qu'on le remet sur des choses bas niveau, c'est un langage qui va très vite et finalement qui consomme 2 fois plus d'énergie que du Rust. Alors, ça reste 2 fois plus, mais c'est à mettre en parallèle avec le reste. Si on prend aussi du JavaScript, merci l'amélioration des runtime JavaScript et merci entre guillemets l'industrie, c'est 5 fois plus consommateur, mais on reste dans des ordres de grandeur de ce niveau-là. Par contre, malheureusement, si vous allez sur du Ruby ou du Python, on est 70, on est grosso modo 100 fois plus consommateur. Attention aussi, je mets des pincettes là-dessus, ça peut aussi venir de l'implémentation et de l'algorithme qu'ils ont utilisé. Mais si vous avez envie de tester des langages, et grosso modo vous utilisez des langages qui sont compilés, je pense à du Go, du Rust ou même du JavaScript parce que c'est votre truc, ne vous sentez pas coupable d'utiliser du JavaScript et que ce soit un langage interprété, c'est pas grave, ça reste des langages qui sont assez green. Par contre, comme indiqué sur cette slide-là, et c'était une autre chose, si on met en parallèle la consommation mémoire, on voit que le tableau de consommation mémoire est très fortement décorrélé, donc on n'arrive pas forcément à avoir quelque chose. L'étude nous donne du coup des petits tableaux, des langages qui sont assez intéressants du coup à mettre en parallèle à ce niveau-là. Donc de dire, les langages les plus rapides sont globalement les plus green. Par contre, avec la mémoire, on va rester quand même globalement sur des langages qui sont rapides. Et par contre, ils intègrent ici Go. Go est un langage qui est quand même globalement assez équilibré, Java, Rust, C. Donc si vous restez dans ce genre de langage, il n'y a pas de grande magie, mais au moins, en tout cas, on a des chiffres pour prouver que c'est vrai. Maintenant, on a la deuxième partie. Une fois que vous avez développé votre application, vous allez forcément vouloir envoyer ça. On va l'envoyer dans le nuage, et je vais dire beaucoup de choses qui vont faire écho à la précédente conférence. On va déjà parler un petit peu de l'évolution de l'hébergement. Donc au fil du temps, on est passé du mainframe à la VM, de la VM au container, du container au cluster de container, et aujourd'hui à la function as a service. Si on remet ça sur un autre graphe, on voit qu'il y a deux tendances qui sont séparées. Grosso modo, dans le temps, on a été vers plus en plus de granularité. Là où avant, quand vous saturiez, quand vous vouliez scaler votre mainframe, malheureusement, il vous fallait un deuxième mainframe. Donc c'était toute l'infrastructure qui faisait x2. Maintenant, si vous voulez scaler des applications modernes, vous allez scaler éventuellement le microservice dans un container, ou alors carrément la fonction dans le cadre du function as a service. Par contre, plus on était vers cette granularité, plus l'infrastructure nécessaire a augmenté. Là où avant, pour un mainframe, vous venez avec votre mainframe, vous le mettiez à la cave, une multiprise et c'était parti, grosso modo. Pareil avec VM, avec une VM et éventuellement du Docker, même Docker sur une Raspberry Pi ou des choses comme ça, ça peut tourner. Par contre, si vous faites des clusters Kubernetes, je mets entre parenthèses des projets comme K3S et ce genre de choses, mais globalement, faire du Kubernetes de production ou du function as a service, vous allez aller vers des clouds ou des grosses infrastructures qui vont être consommatrices en réseau et ce genre de choses. En parlant de ça, on a beaucoup parlé de la révolution des containers. Donc là, on a une deuxième étude qui s'appelle How does Docker affect energy consumption, qui nous a montré que globalement, Docker augmente la consommation énergétique de nos applications. Globalement à cause du fait qu'ils wrappent les I/O et que du coup, ça consomme un peu plus. Donc j'ai repris 3 graphes, dont le premier que je trouve très 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 intéressant, c'est le fait que même une application qui est en IDLE, elle fait quand même des calls au système et globalement, elle va quand même consommer plus d'énergie du simple fait d'être en Docker. Et plus une application est consommatrice de disques et d'IO, donc j'ai repris 2 choses qui étaient assez parlantes, par exemple une application WordPress où on va à la fois un peu taper de la DB. Donc en parlant de DB, j'ai aussi repris un exemple d'une Postgre où on voit que l'application Postgre augmente un peu. C'est pas monstrueux, mais on a une consommation. Par contre, dans le cas d'une application WordPress qui va beaucoup lire le disque et la DB, on peut arriver à des sortes de grandeur du 10% supérieur. Donc, le simple fait d'avoir mis votre WordPress dans un container, vous pouvez arriver à 10% de consommation énergétique en plus. Alors, je suis pas en train de dire enlevez complètement Docker et remettez tout sur des VM, puisque pour redire ce qu'on avait dit avant, vous avez éventuellement des points de scalabilité différents. Scaler un container ou mettre un deuxième container peut être moins consommateur d'énergie que remettre complètement une deuxième VM. Mais ce sont des choses à prendre en compte. Et si vous faites un side project et que vous estimez que vous n'avez besoin qu'une petite VM, en effet, faites ça. Ce sera déjà plus simple à gérer et éventuellement moins consommateur en énergie. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet des clouds. Donc, que ce soit aujourd'hui un AWS qui s'engage à utiliser 100% d'énergie renouvelable, un Microsoft qui fait aussi le même commitment, et très récemment, Microsoft a aussi ses comités à, entre guillemets, produire plus d'eau que ce qu'ils n'en consomment. Alors, nettoyer plus d'eau, mais en tout cas, ils veulent avoir un impact positif sur la consommation en eau. Et Google aussi à avoir 100% d'énergie renouvelable. Les 3 gros
cloud providers publics sont globalement en train d'aller vers du 100% green. Et si on regarde ce qui est déployé aujourd'hui, enfin aujourd'hui en octobre 2018, on voit d'ailleurs que Google a énormément d'énergie renouvelable, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple aussi. Se pose quand même la question de pourquoi ils cherchent autant à avoir de l'énergie renouvelable. Donc j'ai utilisé un site qui s'appelle Electricity Map, qui fait aussi écho à la conférence précédente sur le fait que là on va beaucoup analyser le CO2 et non pas forcément les autres émissions de gaz à effet de serre, mais en tout cas on va rester pour l'instant dans ce cadre-là sur le CO2. Si on met en parallèle l'emplacement des data centers AWS sur une carte Electricity Map, on voit qu'ils sont quand même dans des zones qui sont très fortement émettrices de CO2. Donc eux ont quand même très fortement intérêt à aller utiliser de l'énergie verte pour minimiser l'impact de comment sont produits l'énergie qui est injectée dans la grid. Du coup, ils vont s'affranchir des moyens de production entre guillemets nationaux et être complètement indépendants et peuvent mener ces choses-là. Alors, il y a de nombreux articles sur qui est le plus green. Globalement, ça se vaut quand même. Il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de gens qui sont globalement beaucoup plus green que d'autres. À l'époque de ces articles-là, aujourd'hui, Microsoft a fait un commitment sur la gestion de l'eau que n'ont pas fait les autres, mais il pourrait très bien que ça évolue aussi. Et la France dans tout ça. Alors, merci le nucléaire. Là encore, je ne veux pas rentrer dans le débat sur le nucléaire, ce n'est pas le but. Mais si on regarde d'un point de vue CO2, grâce au nucléaire, on a une énergie qui est très fortement décarbonée. Et donc, en fait, si vous prenez des cloud providers locaux, vous allez avoir globalement un data center qui sera assez décarboné. Et en plus, nos acteurs locaux, que sont OVH, Clever, Scaleway, et j'en oublie très certainement, ont des particularités. J'ai cité ces trois-là pour des choses assez intéressantes. OVH, aujourd'hui, par exemple... excusez-moi. OVH, aujourd'hui, par exemple, a fait un gros commitment sur la création d'infrastructures personnalisées. Donc, si vous regardez ce qu'ils font sur Twitter, ils créent leur propre infrastructure de serveurs, leur propre cluster, voire ils vont jusqu'à leur propre carte mère pour économiser énormément d'énergie. Clever Cloud, eux, vont dans la maîtrise complète de l'infrastructure software. Ils recompilent les kernels, ils mettent à jour les VM, ils font énormément de choses pour essayer de minimiser les cycles CPU. Ce qui synergise très bien d'ailleurs avec d'autres clouds ou des infrastructures green. Et Scaleway, eux, ont beaucoup communiqué sur leur système de refroidissement qui était extrêmement innovant pour consommer du coup le moins d'énergie possible. Et là encore, ça pourrait synergiser avec ce que fait un Clever en disant une partie software extrêmement peu, ou en tout cas très optimisée pour minimiser les CPU, pourrait s'interfacer très bien sur un système de refroidissement très green qui pourrait lui-même synergiser sur des CPU et des infrastructures custom, et le tout qui synergiserait encore plus sur une infrastructure et une grid énergétique assez green comme on l'a en France. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ces deux choses-là. Donc on a du coup parlé un peu des langages et de l'hébergement. Le but n'était absolument pas de culpabiliser des gens qui n'utiliseraient pas ces technos-là ou qui mettraient ça dans un gros cloud ou qui feraient des choses, mais de vous donner des pistes ou en tout cas peut-être de vous rassurer sur le fait de dire voilà, si vous utilisez des langages courants et que vous êtes dans des cloud providers, ben en effet, c'est aujourd'hui, vous êtes sur quelque chose de relativement green. Et voilà. Et n'hésitez pas à utiliser des acteurs français. Est-ce que utiliser des cloud providers français leur permettra d'avoir plus d'argent pour investir dans d'autant plus de choses green en France? Je vous remercie.